Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'opposant radical Kwame Kouché a chargé le président Talon et l'armée béninoise sur RFI vendredi dernier. Mauvaise autodéfense, lui rétorquent certains de ses anciens alliés comme d'autres citoyens. À suivre leur réaction dans ce journal. La rumeur a annoncé sa mort, pourtant la Sénat va survivre à la création du Conseil électoral. La Commission électorale nationale autonome va exister sous une nouvelle forme. Georges Ochéré, expert électoral, nous situe. Et puis une date à venir, le 23 mai 2021, ce sera l'investiture du président Talon pour son deuxième mandat. Une cérémonie pleine de solennité. Marcel Arrossi nous en trace une esquisse avant l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la chaîne publique du Bénin. Je l'ai annoncé en titre, l'opposant radical Kwame Kouché a fait un réquisitoire ce vendredi contre le régime du président Talon sur RFI vendredi dernier. Il accuse l'armée d'être une milice qui tire sur des manifestants pacifiques et la présidentielle de parodie. Mauvaise autodéfense, contre-attaque certains de ses anciens alliés, mais pas seulement. Suivant les toutes premières réactions au micro de Marcel Arrossi après celle du parti Moël Béné hier, qui dénonce un négationnisme. Ça m'étonnerait aujourd'hui que le ministre Kwame Kouché puisse dire qu'il n'a fait qu'un appel pacifique en demandant aux gens de prendre des sifflets et des mouchoirs. Je pense qu'il dit quelque chose juste pour s'en sortir. Parce que ce n'est pas avec les mouchoirs qu'on pourra faire partir le président de force ou de gré le 5 avril à minuit. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas en sifflant que le président va courir pour quitter le pouvoir. Un leader que j'aime, un leader que j'ai suivi depuis 2006 et que je continue d'ailleurs de suivre même si nous ne partageons pas le même point de vue aujourd'hui, c'est comme une déception. Lorsque on ne s'organise pas, à l'arrivée, on trouve toujours que les institutions sont à la solde du pouvoir en place. Il n'est pas le premier à le dire. C'est le leitmotiv de toute l'opposition pratiquement en Afrique. L'opposition n'est jamais prête à reconnaître ses faiblesses pour se préparer aux joutes à venir. On veut toujours balayer le tort sur les autres. Et je pense que Kwame Kouché n'a pas raté le coup. Il est resté dans la même posture de ne reconnaître que leur malheur ne provient que de l'autre. Ça fait 15 ans que j'ai suivi ce leader. Je l'ai pris comme un exemple qui a toujours déconseillé de sortir dans la rue, manifester pour le compte d'un homme politique. Et que celui-là se retrouve à l'extérieur avec toute sa famille, appelle cette jeunesse, lance cette jeunesse dans la rue. J'ai tiré comme conclusion, après l'avoir écouté depuis ce jour et jusqu'à sa dernière intervention, qu'il faut savoir suivre l'homme politique. Et c'est à cela que je m'adresse à la jeunesse béninoise, de savoir suivre un leader politique. Un leader qui ne peut pas rester constant dans cette déclaration n'est pas un bon leader. Entre ce qu'il veut et ce qu'il a dit, quand vous faites l'écart, vous comprendrez qu'en réalité,
Ils sont les principaux sauteurs, sous réserve que la justice ne nous éclaire de ce qui est arrivé. Elle ne disparaîtra pas. La Sénat ne va pas s'effacer avec l'avènement du Conseil électoral. La Commission électorale nationale autonome existe toujours, mais sous une nouvelle forme. Georges Chéré, expert électoral, nous apporte quelques clarifications sur cette restructuration de la Sénat. Suivons-le au micro de Oseni Adeleke et Daniel Ada. Précédemment, avec l'ancien code, il y avait 2 organes qui géraient la Sénat. Ce qu'on appelait l'Assemblée plénière, composée de 5 membres, et le secrétariat exécutif permanent, composé de 4 directions techniques. Mais à l'époque, avec cette organisation, le législateur s'est rendu compte que la part du politique dans le fonctionnement de l'institution était prépondérante et peut-être alourdissait un peu la gestion des élections. Donc la philosophie, selon ma lecture des nouvelles dispositions, c'est de réduire la part du politique dans le fonctionnement de la Sénat et renforcer l'aspect technique de la gestion des élections pour plus d'efficacité. Les organes de gestion des élections ont été changés. Au lieu de l'Assemblée plénière qui est dotée d'un bureau exécutif de 3 membres, donc Assemblée plénière 5, et les 5 élisent en leur sein le bureau exécutif, on parlait de président, de vice-président et de coordonnateur du budget, on n'aura plus ça. On aura un conseil électoral qui en fait fonctionne comme le conseil d'administration de la Sénat. Quand vous regardez un peu, avant, l'Assemblée nationale avait la prépondérance de la désignation des membres de l'Assemblée plénière de la Sénat. Ce n'est plus le cas. Maintenant, le conseil électoral est toujours composé de 5 membres, mais la majorité parlementaire désigne 1, la minorité désigne 1, et ça s'arrête là. L'opposition désigne 1, le président de la République désigne 1, et les magistrats réunis en Assemblée générale désignent 1 des leurs, ce qui fait les 5. Les 5 se réunissent maintenant une fois ils ont été nommés par le chef de l'État et qui prêtent serment. Ils vont élire en leur sein un président et un rapporteur. Mais le président du conseil électoral représente la Sénat. Donc il est également le président de l'institution. Outre ce conseil électoral, le bras opérationnel de la Sénat porte désormais le nom de Direction générale des élections, avec à sa tête un directeur général des élections, assisté de 4 directeurs techniques. Et c'est le directeur général des élections qui est l'ordonnateur du budget. Je prends par exemple l'OATB. Il y a un conseil d'administration, mais il y a un directeur général. Et c'est le directeur général qui est le chef de l'administration de l'OATB et qui en est l'ordonnateur. C'est le même principe qui est transposé au niveau de l'organisation des élections pour réduire la part du politique dans le fonctionnement de l'institution. Un nouveau mandat de président de la République. Ça démarre ici comme ailleurs par une cérémonie d'investiture. Avec le temps, des traditions diverses et un rituel en ont fait un moment chargé de solennité, un moment ponctué du discours d'investiture, de la prestation de serment et des hommages au président élu. Marcel Arrossi nous propose ici un sujet sur les fondements et la scénarisation de ce grand rituel républicain. Devant Dieu. C'est un rendez-vous qui n'a jamais été manqué depuis les années 1960. Tous les 5 ans, depuis des dizaines d'années, le mandat du nouveau président béninois commence par une cérémonie d'investiture, un rituel de la vie politique devenu incontournable au fil du temps. Devant Dieu, les mânes de nos ancêtres. La nation est devant le peuple béninois. Qu'il s'agisse de sa première fois ou d'une réélection, le rituel est immuable. Le chef suprême des armées, élu quelques semaines plus tôt, prête serment en récitant une centaine de mots au rythme de 21 coups de canon. Il s'agit d'un acte d'engagement qui siège à l'article 53 de notre Constitution où le président de la République élu prend l'engagement devant tout le peuple entier pour conduire les destinées de notre pays. Et ce qui est encore intéressant ici, à la fois c'est un engagement solennel, mais en même temps ça donne aussi un caractère d'obligation. Obligation
du premier magistrat qui a reçu suffrage de ses mandats. Donc une obligation pour lui de respecter tout ce qui participe donc de la vie sociale, du vivre ensemble. En même temps, il prend à témoin Dieu et les membres des ancêtres. Pourquoi il le fait? Il le fait simplement pour la simple raison que nous sommes dans une république laïque où il y a des croyances, où aussi nous avons des êtres qui l'ont précédé dans la fonction et qui ont participé donc de la construction de cette nation dont lui il hérite aujourd'hui. Pour ne parler que du déroulé, nous avons un déroulé qui globalement sera meublé par 6 à 7 séquences. D'abord, les arrivées de la vice-présidente de la République et du président de la République, puis l'entrée officielle de la Cour constitutionnelle qui reçoit le serment du président de la République devant l'Assemblée nationale, la Cour des comptes et la Cour suprême. La Cour s'installe, elle déroule une audience solennelle au cours de laquelle aura lieu la prestation du serment proprement dite de l'élu, du président de la République élu. Une fois cette étape franchie, la grande chancelière de l'Ordre national du Bénin sera invitée à remettre au grand maître de l'ordre le collier de grand maître, puis l'armée viendra renouveler son allégeance au chef suprême des armées que constitue désormais le président de la République qui a déjà prêté serment. 4 avril, puis après 6 avril, et maintenant 4e dimanche du mois de mai, date officielle de prise de fonction du président de la République élu, ainsi consacrée par la Constitution du 11 décembre 1990, telle que modifiée en 2019. Jusqu'à nouvel ordre, Porto Novo, la capitale, va continuer d'abriter l'événement. Rendez-vous dans quelques jours au stade Charles de Gaulle avec le président Patrice Talon et les 1000 représentants de la République. Voilà le séquençage de l'investiture tel qu'on la vivra le 23 prochain. La lumière, enfin, pour rompre définitivement avec le règne lugubre de l'obscurité. C'est au profit des populations de Gabaka et Gbegourou, deux localités du Nord Bénin, qui viennent d'être ainsi électrifiées. Le réseau électrique tant espéré vient enfin à elle. Herman Rodrigue Amégan, Calvador Awanou pour le récit. La pâte n'a jamais cessé de s'agripper à la marmite dans cette cour commune. C'est Mariam qui s'y colle tous les jours. Sauf qu'elle doit le faire avant la tombée de la nuit. Gabaka, cette localité de Tchaourou, ne dispose en effet pas d'énergie électrique. Un voile de pénombre, jadis fatalité, aujourd'hui vaincu grâce aux ouvrages d'extension du réseau électrique, ce qui fait de Tchaourou l'un des heureux bénéficiaires des projets du programme d'action du gouvernement. À Gabaka, quelle que soit votre position sur toute l'étendue du territoire national, vous avez droit à une énergie de qualité. Enfin, la lumière jaillit et Karima pourra cesser de parcourir des kilomètres pour recharger la batterie de son téléphone portable. Pour charger nos téléphones, on amène ça à Guinérou parce qu'on n'avait pas de courant. Et maintenant, comme on a eu du courant, on peut charger ça ici. On remercie beaucoup le ministre de l'énergie et tous les responsables chargés de l'énergie. Nous sommes très contents. Bien loin de Tchaourou, Gbegourou, un arrondissement de la commune de Ndali, quitte aussi le noir. Le village bénéficie ainsi du même programme qui entre dans une vision plus globale du gouvernement, apporter la lumière jusque dans le Bénin profond. Toutes nos excuses pour l'ombre projetée sur le son dans ce sujet dédié à la lumière. Les start-up lauréates du financement Oumandera sont désormais en possession de leur chèque. Au total, 11 entreprises promotrices de solutions digitales ont bénéficié de ce soutien du gouvernement Talon à l'issue d'un processus de sélection en 3 phases. Les chèques leur ont été remis ce vendredi à Cotonou sous les yeux de Stanislas Linkpon et Ramatou Lawane. Des chèques évalués à des millions de francs CFA brandis comme un trophée de guerre. Ces start-up béninoises bénéficient du soutien financier de l'État pour le développement de leurs entreprises respectives. Nos parents même veulent nous aider, mais ils n'ont pas les garanties pour nous accompagner. Je remercie le gouvernement béninois. Je peux dire maintenant que le développement des start-up béninoises, ça y est. Le repositionnement du Bénin dans l'écosystème numérique est amorcé.
Les 11 entreprises promotrices de solutions digitales bénéficiaires du financement espèrent d'autres soutiens de l'État. Il faudrait que vous nous donniez un pourcentage des marchés. Parce qu'une entreprise, c'est le chiffre d'affaires. Pas de crainte à avoir, le gouvernement rassure. Le ministre me charge de vous dire qu'il est vraiment engagé pour accompagner cette initiative pour laquelle vous savez qu'il y a 1 milliard dans le budget national qui est prévu pour accompagner les start-up. Depuis 5 ans, nous sommes en train de positionner le Bénin sur orbite dans tous les secteurs. Mais pour nous, tout cela doit être couplé avec un troisième facteur, c'est le développement de l'écosystème. Parce que ce n'est pas ce développement de l'écosystème, notamment l'écosystème privé du secteur, que nous pouvons espérer que cette étincelle que l'État a en fait jaillir va prendre. Et c'est grâce à vous, chers startups, que nous allons avoir toute l'innovation qu'il faut dans notre pays. Cette remise de chèques marque la fin du processus démarré avec 114 startups candidates au financement au Mandela en octobre 2020. Après les différentes phases de sélection, seulement ces 11 nominés ont répondu aux critères d'éligibilité. Master Data Science, c'est un nouveau master des sciences numériques bientôt disponible dans l'offre de formation moderne au Bénin. Mais avant de le vulgariser, le Centre d'excellence d'Afrique en sciences mathématiques, informatiques et applications tient à le soumettre d'abord à ses partenaires industriels, utilisateurs des professionnels détenteurs de ce master. Au micro de Fifame Salomé Atadedi et Bruno Hotekpo, on s'imprègne de l'intérêt de ce master Data Science. Le Centre d'excellence en sciences mathématiques et applications a innover donc avec un nouveau master en data science pour former des analystes et des data scientists pour tirer de la valeur donc des différentes données qui sont générées un peu partout dans différents secteurs d'activité. La finalité de cette rencontre, c'est de faire en sorte que les produits donc, qui sortent de l'université soient rapidement utilisables, donc fonctionnels sur le marché, mais en même temps, nous leur présentons aussi les infrastructures que nous avons, comme le centre de calcul que nous avons mis en place dans le cadre de ce projet, qui leur permettra d'avoir accès à de la capacité du temps de calcul, donc de haute performance au niveau local. Autrefois, ce qui se faisait, c'est que quand on a besoin de temps de calcul, de puissance de calcul, on est obligé d'envoyer les données à l'extérieur. Mais dans le cadre du projet Centre d'excellence, on a pu mettre en place maintenant un centre de calcul haute performance qui permet au Bénin finalement de pouvoir traiter des problèmes complexes au niveau local. Nous avons aussi une panoplie de formations continues qui intéresse directement les cadres et les employés des différentes entreprises de la place. La Banque mondiale, en finançant ce projet avec le gouvernement du Bénin, bien entendu, a voulu que nous ayons des conseillers au niveau du secteur industriel pour nous accompagner donc, dans notre métier de formation et de recherche. Éducation, santé, économie, environnement, aucun domaine de l'activité humaine ne semble échapper aux technologies de la télécommunication. Elles s'illustrent comme un puissant levier de croissance économique. À l'occasion de la journée dédiée aux télécommunications demain 17 mai, Rebecca Kendiaoundé, spécialiste ORTB et bien de l'économie numérique, nous propose ici ce reportage sur l'intérêt des télécommunications dans notre vie au quotidien. Regardez. Télécommunications, un mélange de l'électronique et de l'information pour assurer un échange rapide, et ce, quelle que soit la distance. La télécommunication peut prendre la forme de technologie électronique, d'informatique, de transmission filaire, optique ou électromagnétique. Les télécommunications peuvent se faire sans fil ou avec un câble. Donc nous avons le signal électrique qui peut être utilisé pour les télécommunications. Nous avons aussi le signal optique de la lumière. Elle offre ainsi donc divers services, tout en favorisant une rapidité et une grande variété de moyens de communication, dont entre autres le téléphone, l'ordinateur ou encore la télévision. Ces avantages sont légion.
et la communauté internationale lui a dédié une journée le 17 mai. Cette année, le thème mobilisateur appelle à accélérer la transformation numérique en ces temps difficiles. Donc accélérer la transformation numérique, c'est dire contribuer à essayer de continuer d'investir dans les télécommunications pour que malgré les difficultés que connaîtra le monde, que les télécommunications puissent aider à surmonter ces difficultés. Et pour moi, c'est d'abord sensibiliser tous les acteurs à ce qu'ensemble on puisse échanger et voir comment continuer de faire évoluer les télécommunications. Donc, investir dans le secteur, être à l'écoute des populations vulnérables pour que ces télécommunications leur apportent un mieux-être. À l'occasion de cette journée mondiale, l'Union internationale des télécommunications veut voir les pays membres stimuler la transformation numérique au service des stratégies de développement. Mécénat éducatif, on en parle avec ce module de 3 classes flambant neuf offert aux élèves du collège d'enseignement général de Seroun dans la commune d'Abomey. C'est une œuvre de l'ONG Sonafa rendue possible grâce à un partenariat avec l'Allemagne. L'objectif est bien évidemment très clair, offrir de meilleures conditions d'études à ses élèves. Canel, Capo et Mérida Quinsotan. Au nombre des salles de classe qui abritent les élèves du CEG Seroun dans la commune d'Abomey pour les cours, il y a des hangars qui exposent apprenants et enseignants aux intempéries. Cette image a fait parler le cœur du président de l'ONG Sonafa qui a plaidé auprès de ses partenaires allemands pour la construction de salles de classe dans ce collège. Merci infiniment pour ce geste de fraternité. Ceci va nous permettre d'étudier dans de très bonnes conditions. Merci, merci et 1000 fois merci. Je dis grand merci à l'association Sonafa pour ce geste de cœur et rassure tout le monde ici présent du bon usage qui sera fait du joyau. La participation de la population, les élèves qui devraient contribuer. Aujourd'hui, la réalité est là. Merci à tous les acteurs du début jusqu'à la fin. Quand les faits parlent, les paroles se taisent. Je souhaite longue vie à l'ONG Sonafa. L'éducation est le socle de tout développement et c'est la raison pour laquelle l'ONG Sonafa s'investit dans le secteur. L'éducation constitue l'arme la plus redoutable contre la pauvreté et la misère. C'est pour cela que nous contribuons autant que nous pouvons à construire des salles de classe. Des livres de contes ont été offerts aux meilleurs élèves du CEG Seroun. Les actions de l'ONG Sonafa sont perceptibles un peu partout dans le département du Zou. Elle a construit et réhabilité des salles de classe dans de nombreux collèges, toujours pour offrir de meilleures conditions d'études aux apprenants. De l'attention toujours aux enfants, on en parle toujours, mais avec cette question: où en est-on dans la protection des droits de l'enfant au Bénin? La question s'est posée à l'occasion de la Journée internationale de la famille, et notamment au cours de la 2e session ordinaire du Comité national de protection de l'enfant. On y a donc fait le bilan du plan d'action 2017-2021 et mis en place, élaboré, conçu des actions pour améliorer le sort des enfants pour l'avenir. On fait le point avec Robert Copin-Edor et Brice Chibozo. La question de violence faite aux enfants reste un défi majeur pour le gouvernement béninois. Pour y remédier, cette session du Comité national de protection de l'enfant vient à point nommé. Comme vous le savez, la politique nationale de protection de l'enfant, adoptée par le Bénin, intègre en son axe stratégique numéro 7 un mécanisme de coordination dont le but est de favoriser la synergie d'action entre les différents acteurs sectoriels impliqués dans le système national de protection de l'enfant. Ce mécanisme vise à concrétiser des approches et des pratiques stratégiques et opérationnelles pour une mise en œuvre efficace et efficiente des actions de protection de l'enfant au niveau local, départemental et national. Malgré les avancées notables, la ministre en charge des Affaires sociales invite ses collaborateurs à fournir plus d'efforts. Chaque jour, nos enfants sont encore des victimes de trop, des violences
de toutes sortes qui leur sont faites. Je voudrais en appeler à la mobilisation de tous et à notre engagement à œuvrer efficacement. La protection et la défense des droits de l'enfant sont toujours de mise. Et l'UNICEF n'a aucune réticence à soutenir davantage le Bénin. Demain, lundi 17 mai, démarre le Tour cycliste international du Bénin, 18e édition. Djougou a été préféré cette année pour être le point de départ des 6 étapes. Tout est fin prêt pour la fête de la petite reine, nous dit Hospice Metoli. Djougou fait sa toilette pour le démarrage de la 16e édition du Tour cycliste international du Bénin. À quelques heures de la première étape, Djougou Boukoumbe, la Fédération béninoise de cyclisme, organisatrice de l'événement, lance une invite à la population. Je voudrais que toute la population de Djougou sorte pour pouvoir assister au départ. Et que toute la population de Boukoumbe sorte massivement pour pouvoir accueillir les coureurs qui vont arriver à la fin de l'étape à Boukoumbe. Annoncé pour être au départ à Djougou, le Ghana et le Togo seront absents sur l'édition 2021 du Tour cycliste international du Bénin. On aurait bien souhaité que ces deux pays-là soient là, mais les frontières étant fermées, ils n'ont pas eu les dérogations nécessaires pour arriver à notre tour. Mais les autres pays sont arrivés. Le Burkina est venu en avion, le Niger est là, le Nigeria est présent, le Sénégal est présent, la Côte d'Ivoire est venue en avion, malgré les fermetures de frontières. En dehors de la valeur sportive de l'événement, le Tour cycliste a l'avantage de vendre autrement le Bénin. Nous sommes à Djougou, nous sommes protégés, tout le monde est protégé. Nous irons à Boukoumbe, tout le monde sera protégé. Sur n'importe quel endroit du territoire, le gouvernement a pris ses responsabilités pour protéger et les touristes et tout le monde. Et notre pays est beau, notre pays est propre, nous avons de belles routes et nous avons le devoir de jouer notre partition. 44 coureurs sont au départ de la première étape, longue de 123 km. Un objectif au bout, arracher le premier maillot jaune sous le bras de la 16e édition à l'arrivée devant la mairie de Boukoumbe. « 24 heures d'actualité sur la terre hors du Bénin en quelques points chauds. Direction la Centrafrique où un film de propagande russe pique d'intérêt. Ensuite, le Maroc qui envoie une cargaison d'aide humanitaire aux Palestiniens. En Inde, par contre, c'est le reconfinement au Bengale occidental. La compilation de ces informations avec Blaise Adampo. Plusieurs milliers de Centrafricains assistent à l'avant-première de Touristes, un film de propagande russe tourné en République centrafricaine au stade Barthélemy Boganda de Bangui. Cette production russo-centrafricaine met en scène les instructeurs, ces paramilitaires russes combattant contre la rébellion aux côtés des forces armées centrafricaines. Au Maroc, une cargaison d'aide humanitaire est chargée dans un avion militaire afin d'être livrée aux Palestiniens. Un élan de solidarité s'est élevé dans le monde musulman après les bombardements israéliens dans la bande de Gaza, répliquant à des tirs de roquettes du Hamas. 19 migrants venus de Tunisie arrivent sur l'île silicienne de Lampedusa à bord d'un navire des autorités italiennes. La migration est revenue en tête de l'agenda politique en Italie après l'arrivée de plus de 2200 demandeurs d'asile de Tunisie et de Libye à Lampedusa le week-end dernier. Face à la recrudescence des arrivées de migrants en provenance des côtes d'Afrique du Nord, le chef du gouvernement italien Mario Draghi a réclamé mercredi une collaboration plus intense de la part des autorités tunisiennes et libyennes. À Calcutta, les rues sont vides, les trains à l'arrêt et la police installent des barrages filtrants alors qu'un confinement de 2 semaines commence au Bengale occidental afin de tenter de freiner la pandémie de Covid-19. Les contaminations flambent dans cet état du nord-est de l'Inde après des meetings politiques et des rassemblements de masse tenus à l'occasion d'une élection régionale clé. Le Bengale a enregistré 21 000 nouveaux cas de contamination sur les 326 000 rapportés en Inde samedi. Les hôpitaux sont submergés. Cet État ainsi que d'autres du sud de l'Inde sont particulièrement touchés par la vague de l'épidémie,
dans le pays où les cas de contamination s'élèvent à près de 25 millions et le nombre de décès à plus de 265 000. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Vous l'avez deviné, c'est le signal de la fin de cette livraison d'actualité sur la télévision nationale. Toutes les équipes techniques et rédactionnelles que je remercie se joignent à moi pour vous dire à mon tour merci pour votre fidélité. Bonsoir chez vous.